Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est cette belle journée ensoleillée pour parler de revenus de base. Alors, c'est un des derniers événements de la Semaine internationale de revenus de base. Alors, il y a des événements à travers le monde, dans je ne sais pas combien de pays, où on milite et on demande un revenu de base pour tous les membres. Donc, comme vous le disait notre présentateur, merci. Mon nom est Julie Méville-Dechaine. Je suis une sénatrice indépendante. C'est relativement nouveau dans ma vie. Ça fait seulement 2 ans. Avant, j'ai été longuement une journaliste au Québec, à Radio-Canada plus précisément. Et j'ai aussi été présidente du Conseil du statut de la femme. Ça n'a pas l'air de porter trop? Non, il ne faut pas que ça porte trop. Okay. C'est parfait. Donc, j'ai été présidente du Conseil du statut de la femme pendant 5 ans. Donc, j'ai beaucoup touché à des enjeux touchant les femmes les plus vulnérables dans ces conditions-là. Donc, je remercie Claudia Leduc d'avoir pensé à m'inviter à prendre la parole. Et je veux saluer d'abord les efforts de groupes comme Revenu de base Québec. Parce que quand on est parlementaire, si on n'a pas d'appui dans la population, si on n'a pas de gens qui parlent, qui amplifient nos voix, eh bien, on n'est rien. Alors, je fais partie des 50 sénatrices et sénateurs indépendants qui ont signé une lettre ouverte au premier ministre Trudeau le 21 avril dernier sur cet enjeu. Alors, à cette époque-là, rappelez-vous, la COVID-19 nous avait engloutis, la prestation canadienne d'urgence, la PCU, venait d'être mise en place, mais plusieurs sénateurs étaient inquiets car il y avait encore beaucoup de gens vulnérables et démunis, des laissés pour compte qui étaient non admissibles à cette PCU. Alors la lettre demandait très poliment, très diplomatiquement, de verser un revenu minimal à tous ceux dans le besoin durant la crise et une fois l'urgence passée, d'élaborer des réformes sociales et économiques. Alors c'était un appel à l'action et c'est la moitié du Sénat donc, qui a signé parce que le Sénat, en ce moment, on est 98 sénateurs. Alors ça a donné un nouveau souffle au débat sur le revenu minimum garanti. Là-dessus, je veux rendre hommage à mon infatigable collègue sénatrice Kim Pate, qui a été la bougie d'allumage et a mené cette campagne sans relâche. Le Sénat, vous le savez, est une institution qui fait l'objet de beaucoup de critiques, particulièrement au Québec. Je sais que certaines sont très justifiées, mais il ne faut pas perdre de vue que parfois le Sénat fait du bon. Donc, sur cette question-là, le gouvernement Trudeau, il faut le dire quand même, n'a pas donné suite à cet appel des sénateurs et n'a pas versé de revenu minimal garanti à tous durant la pandémie, mais il a prolongé la PCU et il modifie les règles de l'assurance chômage. Mais ce qui est probablement encore plus intéressant, et je sais que mon collègue Pierre Madden va en parler peut-être un peu plus longuement, la pression s'est accentuée, tant et si bien que le caucus des députés libéraux fédéraux fait de la question du revenu de base une résolution de politique prioritaire, proposition qui sera débattue et soumise lors du vote au Congrès libéral à la mi-novembre. Alors ça, c'est un débat significatif. Je sais que pour vous, c'est de la politique, mais tout ce dont on discute en politique, et particulièrement dans des congrès, ça donne de la visibilité à des enjeux et surtout que là, c'est le parti qui détient le pouvoir et c'est dans ce parti que le débat va avoir lieu au Congrès. Donc, le revenu minimum garanti, c'est une proposition évidemment séduisante, car depuis 50 ans, depuis le rapport Kroll, le rapport du Sénat, sur la nécessité des stratégies anti-pauvreté, les gouvernements se sont attaqués aux symptômes de la pauvreté et non à ses racines. Je suis impliquée dans une banque alimentaire de Pointe-Saint-Charles, Partageons l'espoir, où je suis témoin de la demande grandissante pour les paniers depuis le début de la pandémie. Je constate souvent avec tristesse la résignation et une certaine gêne chez ces personnes démunies. Nous pouvons faire mieux comme société. Le chèque de 690 $ d'aide sociale par mois pour les personnes seules est insuffisant pour manger sainement. Et si le prestataire gagne plus de 200 $ par mois car il a déniché un petit emploi temporaire, son chèque est amputé. Ce sont ces règles qui me déplaisent souverainement. Des règles rigides qui plongent les assistés sociaux dans le cercle vicieux de la pauvreté et de la dépendance. Pourquoi imposer ces maigres gains à 100% lorsque les revenus des plus fortunés sont imposés à 50%? En même temps, il faut faire preuve d'équité pour les travailleurs au bas de l'échelle, qui en arrachent. Eux aussi devraient pouvoir compter sur une prime de travail bonifiée pour joindre les deux bouts ou un revenu minimum garanti.
Je suis toutefois dans le camp des pragmatiques et là-dessus, Pierre Madène et moi, nous avons des discussions intéressantes et on n'est pas toujours d'accord, mais du débat jaillit la lumière. Étant donné le partage des compétences fédérales provinciales et surtout les différences et la complexité des filets de sécurité sociaux provinciaux, il m'apparaît difficile d'imaginer que l'on puisse instaurer maintenant un revenu de base garanti qui coûterait au bas mot, selon le directeur parlementaire du budget à Ottawa, 76 milliards de dollars par an, si on verse 1 300 dollars par mois aux citoyens faibles revenus. Il faut donc des pourparlers sérieux entre le fédéral et les provinces en amont. L'île du Prince-Édouard a exprimé son intérêt. La Colombie-Britannique souhaite des consultations avec Ottawa à ce sujet. Son panel d'experts doit remettre son rapport fin décembre et faire la synthèse d'une quarantaine d'études contradictoires. Donc, il y a du mouvement et il faut compter sur ce mouvement dans les provinces qui vont, elles aussi, faire pression sur Ottawa pour que le débat continue. Mais dès maintenant, on peut travailler sur cet enjeu sérieusement. Voici comment, à mon avis. Alors, je crois à la nécessité d'un projet pilote qui durera plus d'1 an pour tester plus à fond le modèle qui n'a pas été mis à l'épreuve suffisamment, à mon avis. Le récent projet en Ontario n'a duré qu'1 an, ce qui est trop peu selon moi pour évaluer l'effet d'un programme sur les comportements. Un signe encourageant tout de même, en Ontario, on a trouvé que les participants du projet pilote étaient en meilleure santé et que ce revenu garanti n'était pas un désincitatif au travail. Donc, l'expérience devait durer 3 ans. Elle a été interrompue. Je suis donc d'accord avec le comité sénatorial des finances qui a recommandé que le gouvernement considère de façon prioritaire, juste et en profondeur le revenu minimum garanti. J'en suis arrivée à cette approche plus étapiste après beaucoup de lectures et de discussions. D'autres au Sénat croient qu'un autre projet pilote est inutile. Nous sommes 50 et nous avons entre nous des débats, un peu j'imagine comme parmi les gens qui appartiennent à cette coalition au Québec. Donc d'autres sénateurs croient qu'un projet de pilote est inutile et les économistes, comme vous le savez, sont divisés sur la question. Au Québec, un comité d'experts a écarté en 2017 l'idée d'implanter une forme absolue de revenu de base, mais il y a quand même des choses qui nous donnent espoir. En 2018, le Québec a bonifié les prestations de 85 000 Québécois handicapés ayant des contraintes importantes à l'emploi et c'est une réforme qui permet le cumul du revenu. C'est donc une forme de revenu de base pour un segment de la population particulièrement vulnérable. Et on a déjà aussi, ne pas oublier, 2 programmes qui s'apparentent à un revenu de base pour les familles, l'allocation canadienne pour enfants et pour les personnes âgées, les pensions de vieillesse avec le supplément de revenu garanti. Ce sur quoi il y a unanimité, c'est sur les coûts de la pauvreté. 3 200 000 Canadiens, 9% donc de la population, qui vit sous le seuil de la pauvreté en 2018. Ce manque d'argent a un effet sur tous les autres indicateurs de ces personnes. Santé, éducation, famille, accès à la justice. Statistique Canada a publié début 2020 une étude démontrant une corrélation entre l'inégalité des revenus et la mort prématurée de 4 000 Canadiens par an. C'est l'équivalent de 110 citoyens mourant prématurément chaque jour parce qu'ils sont pauvres. C'est navrant, vraiment navrant. Au-delà des chiffres, la pauvreté réduit aussi la dignité des êtres humains. Les programmes tels qu'ils sont conçus donnent prise à des préjugés envers les plus pauvres. Ils les humilient. Je crains également qu'il y ait de plus en plus de personnes démunies aux prises avec la maladie mentale qui tombent entre les cracks d'un système complexe et bureaucratisé. La pandémie a accéléré le débat et une prise de conscience sur les réalités de la pauvreté et du racisme. Des parlementaires, députés et sénateurs vont continuer à demander des réformes. Personne, toutefois, ne croit que le discours du trône de la semaine prochaine fasse des promesses spécifiques sur le revenu de base. Mais ce qui a été pendant des années une idée marginale est maintenant ancré dans un sérieux débat de société. Et les sondages montrent que la majorité de la population est pour. C'est ainsi que les choses avancent. Et en soi, cela donne de l'espoir. Je vous remercie de m'avoir écouté.